Bonjour à tous. Bonjour. Patrick Magalaès, je suis agent immobilier chez Visit & Co en Normandie dans notre belle région. J'ai à côté de moi un expert de l'assurance, Frédéric Baron, associé au cabinet Baron Jacquet à Caen, qui fait de l'assurance depuis très longtemps. Il va nous expliquer tout ça et il va surtout nous donner un conseil aujourd'hui qui touche tous les Français, parce qu'ils soient propriétaires, bailleurs, locataires, tout le monde est concerné par ça. C'est l'assurance habitation et il a plein de trucs et astuces, des conseils à nous partager. C'est parti. Alors Frédéric, merci d'être là aujourd'hui. Effectivement, on va évoquer le sujet de l'assurance habitation, sujet très généraliste pour les assureurs comme toi. Et tu as pas mal de bons conseils à nous dévoiler sur un contrat qu'on souscrit souvent trop vite et qui est pourtant très important en cas de sinistre. Donc c'est parti Frédéric, je te donne la parole. Merci de me recevoir. Effectivement, le contrat d'assurance habitation est obligatoire, que l'on soit locataire, propriétaire ou bien bailleur, c'est-à-dire propriétaire non occupant. C'est souvent un acte que l'on fait très rapidement parce qu'on est dans l'urgence d'un déménagement, de l'acquisition d'une maison. Et je crois qu'il est très important de se pencher avec sérieux sur ce contrat qui peut avoir des conséquences très importantes en cas de sinistre. Je crois que la première des choses, c'est de déclarer à son assureur, avec qui on se sent bien, avec qui on est en confiance, la réalité de son risque. De bien déclarer le nombre réel de pièces et de voir avec son assureur quelles sont les définitions des pièces. Il y a certains contrats où une mezzanine est considérée comme une pièce, dans d'autres contrats, ça n'est pas le cas. Donc il faut vraiment ajuster la réalité de son risque avec la compagnie qui est notre partenaire à ce moment-là. Ce serait quoi le risque d'avoir déclaré une ou deux pièces de moins que réellement ? Eh bien, ça s'appelle une règle proportionnelle, c'est-à-dire que si vous payez une assurance 200 € par an, mais qu'en réalité vous auriez dû payer 250 € par an, eh bien ce delta de 20 points, on va le retrancher de votre sinistre. Donc si c'est un sinistre à 100 000 €, eh bien ce sera 20 000 € en moins sur le sinistre. Donc si je caricature, j'ai oublié de déclarer une pièce, ma maison brûle, on va m'en reconstruire qu'une partie. Si je caricature. On va payer qu'une partie de la reconstruction. D'accord, ok. Donc important de bien compter le nombre de pièces et bien être d'accord avec son assureur sur la qualification des pièces. Tout à fait. Et que ce soit un rendez-vous physique ou bien un échange de mails avec son assureur, il faut bien caler les choses par rapport à ça. Pour les maisons un peu atypiques, j'invite vraiment les assurés à demander à leur assureur de venir visiter leur risque pour vérifier sa conformité au contrat. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on peut avoir, un service qu'on peut avoir avec les assureurs classiques comme par exemple Yann et Frédéric à Caen. Et c'est vraiment une vraie plus-value pour s'assurer de la conformité sans avoir de doute. Si on prend par exemple, quand on achète, on loue un bien immobilier, la notion de surface, parfois selon si c'est le DPE, si c'est la caresse, si c'est la surface donnée par le propriétaire, tantôt le bien fait 100 mètres carrés, tantôt 120 mètres carrés, des fois 110, et on se demande quelle superficie indiquer à son assureur. Avec une visite sur chantier, comme on pourrait le dire, de l'assureur, là c'est top, on évite tout risque. Oui, et puis typiquement, lorsque l'assureur va se déplacer, il va également vérifier les moyens de protection contre le vol. Dans vos contrats d'assurance habitation, il y a des obligations qui vous sont imposées par l'assureur et il faut les respecter pour qu'en cas de sinistre vol, vous soyez indemnisé. Cela va de voler à des portes avec des clés A2P ou 2 points de fermeture ou bien une alarme parce qu'on a des capitaux mobiliers très importants à assurer. Peu importe, chaque contrat est différent et il faut juste bien vérifier que son contrat, son bien est conforme au contrat qui est proposé. Et j'attire vraiment l'attention sur les moyens de protection contre le vol. Oui, d'où l'importance, Frédéric a raison, de bien vérifier quand on prend un bien en location ou qu'on achète un bien immobilier. Parfois, on ne le connaît pas encore assez parfaitement pour savoir si en effet la porte d'entrée a une serrure de sécurité, 3 points et ainsi de suite. Donc prenez vraiment le temps de bien vous faire conseiller et de bien analyser le bien que vous vendez ou à défaut, faites une déclaration peut-être rectificative à l'assurance pour vraiment être bien couvert parce qu'en cas de cambriolage, si on est par exemple sur les niveaux de sécurité, Frédéric va vous le dire, mais ça va évidemment tout changer. Effectivement. D'ailleurs, s'il y a une urgence pour assurer un bien parce qu'il y a une signature chez le notaire et qu'il faut une attestation d'assurance, et que d'aventure vous constateriez que 2 mois après ou 1 mois après et qu'il y a des choses à modifier, votre assureur se fera un plaisir d'avenanter le contrat et de le modifier pour vraiment border votre besoin. Ok, alors on a parlé de la vigilance sur les moyens de sécurité, et tout le monde comprend, sur le nombre de pièces, surface, etc. Donc ça, c'est la carcasse du bien immobilier. Et si on parle maintenant de son contenu, de ce qu'on met dedans, c'est quoi tes conseils ? Alors,
Effectivement, sur les murs, hein, que l'on soit propriétaire ou locataire, les murs et le toit, tout ce qui entoure mais toute la carcasse de la maison est indemnisé en reconstruction à neuf. Donc là, on n'a pas de difficulté particulière, excepté pour des biens atypiques de type château ou monument historique, où là, on doit vérifier le montant au mètre carré de l'indemnisation. Ce sont les cas très spécifiques. Ce qui est très important et ce qui change d'un contrat à l'autre, c'est la couverture des capitaux mobiliers. C'est l'ensemble du contenu de la maison. Ça va de la table, de la chaise, de la télévision, du baby-foot que je vois d'ailleurs magnifique dans cette agence. Chez Visenco. Et l'ensemble des biens mobiliers, mais aussi des vêtements, de la vaisselle, etc. etc. Bijoux, etc. Alors oui, il faut distinguer deux types de biens, les biens d'objets courants et les capitaux objets sensibles. Dans les capitaux objets sensibles, on va trouver effectivement les montres, les bijoux, les tableaux, les œuvres d'art. Pour les personnes d'un certain âge, les fourrures, ça arrive encore. D'accord. mais tous ces biens qui ont une valeur pécuniaire unitaire très importante ou des meubles de très grande valeur sont contingentés dans un autre capital. Et donc, autant sur le capital objet courant qui peut être de 20, 30, 40, 50, 100 000 euros, je dirais que les assureurs savent faire en proposant des squelettes de garantie ou des squelettes de montant bien faits. D'accord. Autant sur les objets sensibles, il faut aller au bout des choses parce que c'est sur ces capitaux objets sensibles qu'on peut avoir de très grosses surprises en cas de sinistre. Oui, notamment, j'ai un collectionneur, peu importe de quoi, mais bien déclarer l'intégralité. Alors le cas particulier de la collection, c'est encore autre chose parce que on peut avoir un bien unitaire qui peut avoir beaucoup de valeur et un ensemble qui a une valeur démultipliée parce que justement c'est une collection. D'accord, ok. Bon, si vous êtes amateur de timbres, de pièces, de voitures, effectivement, discutez précisément avec votre assureur. Alors ce qu'on voit aussi souvent, ce sont les caves à vin et on peut avoir des très très belles surprises à ce niveau-là. En effet, même si effectivement l'alcool est toujours à consommer avec modération, même si on ne sait toujours pas où se trouve modération. Et déclarer donc son habitation, c'est aussi déclarer ce qu'il y a autour de l'habitation. Ça peut être ses dépendances, il faut déclarer la superficie réelle au sol des dépendances, il faut déclarer la superficie du terrain. On peut avoir un terrain de 1000 m² comme un terrain de 10 000 m² si on a la chance d'habiter à la campagne. On peut avoir des étangs, etc., etc. On peut avoir des chevaux, on peut avoir des chiens. Tout ça, ça doit être déclaré à l'assureur pour qualifier son risque et ajuster la prime à la réalité du risque. En cas de sinistre majeur, l'objectif que nous recherchons, c'est d'avoir une gestion de sinistre qui soit la plus fluide et la plus simple possible. On sait à quel point il est traumatisant d'avoir un sinistre et on sait aussi à quel point il est très important que l'assuré se sente le mieux possible dans ce moment un peu particulier. Dans l'hypothèse où on aurait un incendie, alors fort heureusement sans blessés, sans dommages corporels, l'assureur va reloger ses assurés à ses frais pendant toute la période de reconstruction du bien si d'aventure l'assuré est propriétaire, et cela peut durer plusieurs mois. Ça, c'est une garantie qui est très importante et qu'on ne va pas retrouver qu'on ne va pas retrouver auprès de toutes les compagnies d'assurance avec les mêmes montants. Donc ça, c'est typiquement quelque chose à avoir, d'autant plus si on est une famille avec enfants. En effet, si vous écoutez ce podcast depuis le début, vous vous sentez peut-être concerné par certains points évoqués, peut-être un petit peu moins. Je vais très rapidement partager une expérience personnelle que j'ai vécue en 2015, où j'étais d'ailleurs assuré au GAN. Alors pas encore chez Frédéric, je l'ai rencontré un an après, mais j'étais déjà assuré au GAN et j'ai eu la malchance de vivre ce qu'on appelle un homejacking. C'est le fait d'avoir des gens qui pénètrent chez vous pendant que vous êtes présent dans votre bien immobilier et qui vous volent des choses, en l'occurrence pour moi, voitures, télévision, cadeaux de Noël, etc. parce qu'on était au mois de décembre de l'année 2015. Et je vous assure que dans un cas comme celui-là, outre le côté traumatisant évidemment de la situation, ça c'est les premiers jours, c'est pas agréable, je vous l'assure, mais après on arrive sur des choses plus terre à terre et qui est la gestion du sinistre qui pour moi, bien que je n'avais pas d'objet de grande valeur, c'est chiffré presque à 30 000 € entre une voiture, télévision, iPad, ordinateur, la maison avait été passée à sac, et le fait d'avoir déjà un assureur qui s'est déplacé sous 2 jours pour venir vérifier mon logement et me confirmer qu'effectivement mes mesures de sécurité étaient en adéquation avec mon contrat, donc c'était rassurant, qui m'a envoyé sous une quinzaine de jours un expert et un sinistre qui s'est réglé en 1 mois et demi, avec toutes les semaines quelqu'un au bout du fil, etc., et une agence physiquement présente pour m'aider et me renseigner, c'était une vraie plus-value. Donc je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais ça peut arriver à tout le monde, et j'étais bien content
pas parce que je l'avais bien regardé à l'époque, mais par chance d'avoir un contrat qui collait bien avec la réalité de mes biens et ainsi de suite. Donc le conseil de Frédéric est important et elle ne prenait pas à la légère de bien faire attention à la souscription. Et je pense qu'il est peut-être pas trop tard, une fois qu'on est déjà assuré, si on tombe sur ce podcast Frédéric, de se dire c'est peut-être le moment de revérifier malgré tout. Oui, et puis je crois aussi que la force de ce que tu viens de dire réside dans le fait que tu avais un interlocuteur local physiquement présent, et ça change tout parce qu'il y a du contact humain, et c'est important dans notre métier parce que c'est un métier empli d'humanité. Oui, tout à fait. Je pense que je n'aurais pas vécu la même expérience d'assuré si j'avais dû appeler un 0800 à Nantes ou à Marseille. Là, effectivement, c'était bien plus pratique. Donc, je recommande effectivement les assureurs sérieux et le GAN par expérience. J'ai rien à vendre, mais par expérience en est un parce que j'en ai fait les frais, ça s'est bien passé. On a eu des questions qui nous ont été posées ce matin en story sur Instagram par des auditeurs, Frédéric. On nous a posé la question déjà, mais tu y as répondu en début de podcast, de savoir si cette assurance habitation était légalement obligatoire. Alors oui, l'assurance habitation, quel que soit le statut propriétaire, locataire ou bailleur, est une obligation légale. Super. Et on nous a posé une question plus atypique, mais c'est vrai qu'on en a de plus en plus. Un auditeur nous a demandé si on devait faire assurer des panneaux solaires ou photovoltaïques, si je le dis bien, qu'on pose sur une maison. Oui, parce que c'est une valeur vénale et effectivement, on sait assurer les panneaux photovoltaïques. Alors, en cas de sinistre d'événements climatiques qui endommagent ces panneaux photovoltaïques, l'assureur est en capacité de les indemniser. Également, on sait aussi indemniser les pertes financières liées à une chute de rendement parce qu'il n'y a plus de panneaux photovoltaïques pendant une période donnée suite à un sinistre garanti. Ok, donc c'est pas idiot quand on voit des fois des installations à 15-20 000 euros, de les assurer et d'assurer, comme le dit Frédéric, la perte de rendement, parce que ça peut rapporter facilement 1 000 à 2 000 euros par an. Donc la perte de rendement, de l'assurer, ça peut être une bonne chose. Tout à fait. Dernière chose, on va évoquer, parce qu'on en rencontre beaucoup chez Visenco, des gens qui sont propriétaires de biens immobiliers dans lesquels ils n'habitent pas. Donc ça peut être la résidence secondaire, mais on va plutôt là parler des gens qui font de l'investissement locatif, parce que c'est très à la mode et on encourage d'ailleurs nos auditeurs à se lancer là-dedans si c'est bien étudié, bien maîtrisé. Et on a parfois des gens qui sont réticents à s'assurer, parce qu'on nous dit, j'ai un bien par exemple en copropriété, donc la copropriété assure déjà les murs, la carcasse. J'ai un locataire donc qui va lui aussi s'assurer, on va le vérifier avec une attestation. Et pourquoi moi je dois souscrire à ce qu'on appelle une assurance propriétaire non occupant ? Et oui, c'est obligatoire. Il y a effectivement un amoncellement de 3 contrats d'assurance lorsqu'on est copropriétaire bailleur non occupant. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de sinistres qui sont à la charge du copropriétaire non occupant. Alors, je pense particulièrement à la vacance locative. Il peut arriver que sur des périodes très courtes, vous n'ayez pas de locataire à un instant T et qu'un sinistre se déclare. C'est souvent d'ailleurs dans ces moments-là où ça se déclare parce qu'il n'y a personne dans l'appartement pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'eau ou qu'un appareil électrique n'a pas été éteint. Et en cas de sinistre, typiquement un départ de feu dans un appartement alors qu'il y a une vacance locative qui endommage tout ou partie de l'immeuble assuré en copropriété, eh bien l'assureur de la copropriété va se retourner contre le responsable, en l'occurrence le copropriétaire non occupant. Si ce dernier n'a pas souscrit de contrat d'assurance bailleur, qui couvre également la responsabilité civile de ce bailleur, eh bien il paiera les dommages sur ses deniers personnels. Alors, là, je parle vraiment d'un cas terrible, mais c'est une réalité. On a des choses beaucoup plus banales, comme typiquement un ballon d'eau chaude qui va se décrocher dans un appartement, causer un dégât des eaux dans l'appartement ainsi que dans l'appartement du dessous. Eh bien, c'est l'assureur du bailleur non occupant, du copropriétaire non occupant, qui va prendre en charge les dommages causés au parquet ou au sol qui est dans son appartement, mais également dans l'appartement du dessous dès lors qu'on atteint un certain chiffrage dans les dommages. Frédéric dit bien de le signaler parce que ça arrive malheureusement souvent dans ces moments-là et des choses qui se règlent très rapidement quand c'est occupé peuvent prendre des proportions importantes en seulement 2 ou 3 jours de vacances. L'exemple typique du dégât des eaux, c'est habité, on s'en rend compte le jour même, les dégâts sont mesurés. Au bout de 2 ou 3 jours, si les logements sont vides, ça prend des proportions énormes. Oui. Et puis, s'il y a un dégât des eaux dans un appartement dont vous êtes propriétaire et que le locataire donne son préavis, ce ne sera jamais l'assureur du locataire qui prendra en charge les dommages, mais bien l'assureur du bailleur qui prendra en charge les dommages sur les parties immobilières. C'est très juste. C'est connu sous le sens de la vacance locative, mais effectivement, sous préavis, on n'est plus assuré par son locataire.
Par ailleurs, ce sont des contrats qui coûtent relativement peu cher à ce jour, et donc ne pas le faire, ce serait vraiment une erreur stratégique dans le cadre de son investissement et de la protection de son capital immobilier. Tout à fait. Et en plus, si vous êtes au réel et ainsi de suite, c'est déductible des revenus fonciers. Donc assurez-vous et soyez pas économe sur le contrat pour quelques euros, parce que vous allez bien vous couvrir et c'est en plus en partie vos impôts qui vont payer ce bon contrat. Alors, on espère que ce podcast vous a plu. Je remercie Frédéric pour sa première brillante intervention. Merci à toi. Je n'ai pas l'impression d'avoir été brillant, mais merci à toi, Patrick. En tout cas, tu maîtrises ton sujet. Il y a une expertise derrière, donc c'est intéressant. Si les auditeurs, vous avez d'autres questions qui vont tourner autour de l'assurance des biens, l'assurance des personnes, etc., vous n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à les poser en commentaire. Et si on a des choses à traiter, je convierai à nouveau Frédéric pour un nouveau podcast. Donc c'était Patrick de Visit & Co. Bye. Salut Patrick, merci à tous. Au revoir.